L'histoire de la chute de Grenade, on pourrait la raconter comme un simple événement historique, bien sûr. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de la voir à travers les yeux de quelqu'un, un homme dont la vie a été complètement bouleversée, définie par cette chute. Écoutez bien ces mots. C'est la voix de notre narrateur. Et dès le début, on comprend tout. Cet homme n'a pas de maison, pas de racines fixes. Sa patrie, c'est une caravane. Sa vie, c'est un voyage constant, presque forcé, marqué par ce qu'il a perdu. Et regardez ça, Hassan, Jean-Léon des Médicis, l'Africain, ce n'est pas juste une liste de noms, c'est le résumé d'une vie absolument incroyable. Un homme qui a été musulman, puis chrétien, circoncis par un barbier et baptisé par un pape. C'est fou, non? Chaque nom est une pièce du puzzle de son identité, une identité forgée dans le chaos de la fin d'un monde. Et tout commence là, à Grenade, en 1488. Imaginez un peu la scène, une ville splendide, le dernier bastion musulman en Espagne, mais qui est sur le point de s'effondrer. Elle est rongée de l'intérieur par la guerre civile, et à l'extérieur, les ennemis se rapprochent. On sent la tension, l'atmosphère est électrique. L'avenir ne tient vraiment qu'à un fil. Alors, on va voir maintenant comment son histoire personnelle, sa naissance même, est intimement liée à l'agonie de la ville. C'est ça qui est assez fascinant. Cette grande angoisse du royaume, eh bien, elle se joue aussi en miniature, à la maison, dans la famille de notre narrateur. D'un côté, il y a Salma, sa mère, la femme libre. De l'autre, Warda, la concubine esclave et chrétienne de son père. Une rivalité sourde, une tension permanente, qui est comme un miroir de ce qui se passe à l'extérieur des murs. Le drame, il est là. Salma n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça fait 4 ans. Sa position est donc très fragile. Elle va voir une diseuse de bonne aventure, elle prend un élixir, et la miracle, elle tombe enceinte. Sauf que Warda, sa rivale, est enceinte aussi. Une véritable course contre la montre s'engage. Qui donnera un héritier en premier? Et Salma elle-même le dit. C'est une phrase terrible qui dit tout, toute la complexité de la situation. Salma a le statut, la liberté, mais Warda a le pouvoir de séduction, le pouvoir intime. On sent toute la peur, toute la fragilité de sa position. Et le dénouement arrive. Warda accouche d'une fille. Et 2 jours plus tard, 2 petits jours seulement, Salma met au monde un garçon, Hassan, notre narrateur. La voilà sauvée, son avenir est assuré. Mais au même moment, celui de Grenade, lui, est de plus en plus sombre. Bon, on a vu le drame personnel, familial. Mais il faut bien comprendre que ce n'est qu'un écho de la tragédie qui se joue à grande échelle, l'effondrement de tout un royaume. Alors, comment en est-on arrivé là? Eh bien, ça ne s'est pas fait en un jour. Regardez cette chronologie. Ça commence en 1478, avec une inondation terrible, vue comme un mauvais présage. Puis, en 82, la guerre civile éclate. Le sultan est renversé par son propre fils. En 87, Malaga tombe, l'étau se resserre. Et en 91, c'est le début de la fin. Le siège de Grenade. Une décennie de décomposition, en somme. Et cette inondation de 1478, la mère de Hassan s'en souvient très bien. Pour elle, ce n'était pas juste un caprice de la météo. Non, c'était un avertissement divin. Dieu voulait nous prévenir, disait-elle. Mais personne n'a voulu voir, personne n'a écouté. Et pourquoi personne n'a écouté? Parce que le sultan Abou al-Hassan était complètement déconnecté. Il préférait organiser des fêtes somptueuses plutôt que de s'occuper de l'État. La corruption était partout, les soldats n'étaient même plus payés, et pour couronner le tout, il a provoqué une guerre avec la Castille qu'il ne pouvait pas gagner. Bref, il a scié la branche sur laquelle il était assis. Le résultat de tout ça? Une guerre civile terrible. Le père contre le fils, le frère contre le frère. Le royaume était coupé en 2. Et pendant ce temps-là, les Castillans, eux, n'avaient qu'à attendre et regarder le spectacle. Grenade était en train de s'autodétruire. Et ça nous amène au moment fatidique, aux tout derniers instants de la Grenade musulmane. La ville est assiégée, les gens meurent de faim, le désespoir est total. La question qui se pose est terrible. Que faire? Se battre jusqu'au dernier homme ou se rendre pour sauver des vies? C'est un choix impossible. Et ce dilemme va être incarné par 2 hommes, 2 visions du monde totalement opposées. D'un côté, on a Astaghfirullah, le prédicateur, un homme de foi. De l'autre, Abou Khamar, le médecin, un homme de science, un rationaliste. L'âme de Grenade est littéralement déchirée entre ces 2 figures. Leurs visions sont irréconciliables. Pour le prédicateur, le vrai ennemi, c'est le péché, et la solution, c'est le martyr. Pour le médecin, l'ennemi, c'est l'ignorance, et la solution, c'est la technologie, les canons. 2 diagnostics, 2 remèdes complètement incompatibles. La situation devient explosive. Le peuple, affamé, se révolte. Les gens en ont marre. Le sultan Boabdil n'a plus le choix. Il doit organiser un conseil de crise à l'Alhambra pour prendre une décision, n'importe laquelle. La pression est immense.
Et là, pendant ce conseil, coup de théâtre. Le vizir, Al-Mouli, prend la parole. Et il lâche une bombe. Il a déjà négocié en secret la reddition avec le roi Ferdinand. Il présente les conditions, la vie sauve, la préservation des biens, la liberté de culte. Pour lui, c'est simple, c'est ça ou le massacre général. La discussion est terminée. La décision est prise. C'est la fin de Grenade, mais c'est le début d'autre chose. Le début d'un long chemin, celui de l'exil. Les portes de la ville s'ouvrent. Le royaume est perdu. Et pour notre narrateur, Hassan, cet enfant, ce moment n'est pas une fin, c'est le point de départ de sa vie. Le moment où il devient, pour toujours, un fils de la route. Des années plus tard, après avoir vécu partout dans le monde, il écrira cette phrase magnifique. Il a beau voyager, apprendre, souffrir, cette ville perdue de son enfance restera à jamais son port d'attache, le lieu de son innocence perdue. Alors, au final, qu'est-ce qui reste quand tout s'effondre? Des ruines, oui, mais il reste surtout un souvenir, une histoire à raconter, et une route à prendre pour tous ceux qui ont tout perdu. C'est peut-être ça la vraie leçon. La fin d'un monde n'est jamais vraiment une fin, mais le début d'une nouvelle traversée.